Un phénomène culturel dont la présence pouvait illuminer un stade et dont la musique résonne encore dans les haut-parleurs des décennies après sa mort. Des humbles débuts à Tupelo, dans le Mississippi, au statut d'artiste solo ayant vendu le plus de disques dans l'histoire de la musique enregistrée. Le parcours d'Elvis n'est rien moins que légendaire. Son nom suscite toujours l'admiration. Ses chansons continuent d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Et son influence est gravée dans l'ADN de la musique moderne. Mais au-delà des performances électrisantes, des combinaisons ornées de strass et de la voix incomparable, il y a toujours eu un air de mystère, une question obsédante qui persiste. Qui était le vrai Elvis Presley? Né le 8 janvier 1935 dans une modeste maison de 2 pièces à Tupelo, Elvis Aaron Presley est venu au monde aux côtés d'un frère jumeau, Jesse Garon, tragiquement mort-né 35 minutes plus tôt. Cette perte façonnera les liens qu'Elvis entretiendra avec sa famille, et plus particulièrement avec sa mère, Gladys Love Presley. Pour Elvis, elle était tout, sa protectrice, sa pom-pom girl et son guide spirituel. Les Presley ont mené une vie marquée par les difficultés et la résilience. Ils ont trouvé du réconfort dans leur foi, en pratiquant le culte dans une église de l'Assemblée de Dieu, où le jeune Elvis a découvert les harmonies envolées du gospel, un son qui allait devenir l'âme de sa signature. L'argent a toujours été rare. Son père, Vernon Presley, fait des petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Mais en 1938, il est arrêté pour falsification de chèques et condamné à 8 mois de prison. Les Presley perdent leur maison. Cette instabilité précoce n'a jamais quitté Elvis, même lorsqu'il est devenu célèbre dans le monde entier. Pourtant, c'est peut-être cette lutte même, la perte, le désir, le lien profond avec la foi et la famille qui a donné à Elvis sa voix unique. Une voix non seulement sonore, mais aussi spirituelle. Une voix qui pouvait vous faire danser, pleurer et croire, tout à la fois. Au milieu de tout cela, Elvis s'intéresse toujours sérieusement à la musique. En septembre 1941, il entre en première année à l'école East Tupelo Consolidated et ses professeurs le considèrent comme un élève moyen. Sa première expérience publique a lieu le 3 octobre 1945, lorsqu'il participe à un concours de chant à la Mississippi Alabama Fair and Dairy Show. Âgé de 10 ans seulement, il chante Old Shep et se souvient plus tard qu'il est arrivé en 5e position. Cette année-là, il reçoit sa première guitare pour son anniversaire, à son grand désarroi puisqu'il souhaitait une bicyclette. Ses oncles et le pasteur de son église lui donnent des leçons rudimentaires, mais Elvis apprend surtout par lui-même en observant d'autres musiciens. J'ai pris la guitare, j'ai regardé les gens et j'ai appris à jouer un peu, se souviendra-t-il plus tard, mais je n'aurais jamais joué en public. J'étais très timide. En 1946, il est entré à la Milam Junior High School où il a commencé à chanter et à jouer de la guitare pour les élèves. Mais d'autres ne l'encouragent pas. Il est draillé par des étudiants qui lui disent que sa musique est hillbilly et se moquent de son apparence. Malgré cela, Elvis aime la musique et écoute régulièrement l'émission de radio de Mississippi Slim. Slim, dont le jeune frère était dans la même classe qu'Elvis, a remarqué l'intérêt du garçon et lui a donné des leçons de guitare. À l'âge de 12 ans, Elvis est invité à donner 2 représentations à l'antenne. Elvis était trop timide pour chanter la première fois, mais il a surmonté son trac pour la 2e représentation. En novembre 1948, alors qu'Elvis a 13 ans, sa famille déménage à Memphis, dans le Tennessee, dans l'espoir de trouver de meilleures perspectives. Il fréquente l'école L.C. Humes High School, où il ne se distingue pas particulièrement sur le plan scolaire. En 8e année, il obtient un C en musique. Et lorsque son professeur dit qu'il n'a pas de talent de chanteur, Elvis se venge en apportant sa guitare en classe et en chantant « Keep them cold icy fingers off me ». Au lycée, Elvis se fait déjà un nom, notamment grâce à son apparence. Il se laisse pousser les favoris et se coiffe à l'image des musiciens qu'il écoute. Il fréquente Beale Street, le centre de la culture blues de Memphis, et est attiré par les vêtements voyants des Lansky Brothers. Dès sa dernière année de lycée, il s'habille avec
En 1953, Elvis participe au concours annuel de talent de la Humes High School et interprète Till I Waltz Again with You. C'est un tournant pour lui. Je n'étais pas très apprécié à l'école. J'ai échoué en musique. La seule chose que j'ai jamais échoué. Et puis ils m'ont fait participer à un concours de talent. Lorsque je suis monté sur scène, j'ai entendu les gens murmurer et chuchoter, parce que personne ne savait que je chantais. C'était incroyable de voir à quel point j'étais apprécié à l'école après cela. S'est-il souvenu par la suite? Bien qu'Elvis n'ait jamais appris à lire la musique, il jouait à l'oreille et passait des heures chez les disquaires à écouter des disques de country gospel et de rhythm and blues. Il a été particulièrement influencé par des artistes tels que Hank Snow, Roy Acuff et le chanteur de gospel Jake Hess. Son expérience de la musique afro-américaine est également importante. Il écoutait tous les jours WDIA, une station de radio de Memphis qui diffusait ce que l'on appelait à l'époque des race records. Il a appris les sons des artistes de blues tels qu'Arthur Crudup, Rufus Thomas et B. King, qu'il a rencontré sur Beale Street avant son ascension vers la célébrité. King a déclaré par la suite, « Elvis et moi, nous nous connaissions très bien. J'avais l'habitude de le voir dans les parages, en particulier lorsqu'il débutait. » Lorsqu'Elvis obtient son diplôme en juin 1953, sa décision est prise. La musique est ce qui l'attend. Une carrière emblématique. En août 1953, Elvis Presley, qui n'a que 18 ans, se rend au service d'enregistrement de Memphis pour enregistrer un disque d'acétate à 2 faces. Il a payé $4 pour enregistrer My Happiness et That's When Your Heartaches Begin. Elvis lui-même a déclaré qu'il avait fait ce disque pour sa mère en guise de cadeau, mais certains pensent qu'il espérait être découvert. Le biographe Peter Guralnick a suggéré qu'Elvis avait choisi le studio Sam Phillips parce qu'il voulait être découvert. L'enregistrement n'aboutit pas, mais il réessaie en janvier 1954. In registrant, I'll never stand in your way, and it wouldn't be the same without you. Aucune porte ne s'ouvre pour autant. Elvis auditionne auprès d'un groupe de chanteurs locaux, The Songfellows, qui le rejette. Eddie Bond, un chanteur qui dirigeait un groupe à Memphis, l'a également rejeté. Bond a indiqué plus tard qu'il avait conseillé à Elvis de conduire des camions parce qu'il ne réussirait jamais en tant que chanteur. Ce rejet aurait pu le briser, mais Elvis a persisté. À la même époque, Sam Phillips est à la recherche de quelqu'un qui pourrait populariser la musique noire. En juin 1954, il donne à Elvis l'occasion d'enregistrer une ballade intitulée « Without You ». Mais Elvis n'y parvient pas et Phillips n'est pas impressionné. Néanmoins, la voix d'Elvis le fascine et il invite 2 musiciens locaux, le guitariste Scotty Moore et le bassiste Bill Black, à venir pour une session d'enregistrement. Ils se rencontrent au Sun Studio le 5 juillet 1954. Mais rien ne va plus. Les chansons qu'ils avaient tentées ne sortaient pas. Il est tard et ils s'apprêtent à quitter le studio pour la journée quand Elvis commence à jouer avec le blues d'Arthur Crudup. That's all right. Il l'a chanté différemment, avec beaucoup d'énergie, en bougeant frénétiquement pendant qu'il jouait. Soudain, Elvis s'est mis à chanter cette chanson, à sauter et à faire l'idiot. Puis Bill a pris sa basse et s'est mis à faire l'idiot lui aussi. C'est souvenu Moore plus tard. Sam Phillips s'est immédiatement mis à enregistrer. C'était le son qu'il recherchait. 3 jours plus tard, le disc jockey de Memphis Dewey Phillips, qui n'a aucun lien de parenté avec Sam, passe That's All Right dans son émission de radio Red, Hot and Blue. La réaction est énorme. La station reçoit une avalanche d'appels d'auditeurs ravis, dont beaucoup demandent si Elvis est noir. Lorsque Dewey invite Elvis à l'antenne pour une interview, il lui demande de quel lycée il est diplômé, sachant que la mention de Humes High indiquerait clairement qu'il est blanc. Les 3 musiciens enregistrent un autre morceau, Blue Moon of Kentucky, de Bill Monroe, au cours des jours suivants. Ils l'interprètent dans un style rapide et énergique et y ajoutent un effet d'écho de Phillips qui deviendra la marque de fabrique du son Sun. Le premier single sortira bientôt avec That's All Right sur une face et Blue Moon of Kentucky sur l'autre. Le premier concert d'Elvis avec Scotty Moore et Bill Black
a lieu le 17 juillet 1954 au Bon Air Club de Memphis. Le mois suivant, il joue au Overton Park Shell, où les jambes d'Elvis tremblent. My nervose, my battants, et le public, en particulier les jeunes femmes, se déchaînent. Pendant les parties instrumentales, il s'éloignait du micro, jouait et tremblait, et la foule s'enflammait, se souvient Moore. En août, Moore et Black quittent leur ancien groupe pour se consacrer à plein temps à Elvis. À peu près à la même époque. Le DJ et promoteur Bob Neal devient leur manager. Ils se produisent régulièrement au Eagles Nest Club de Memphis, attirant un public adolescent très nombreux. Moore a déclaré plus tard que, bien que les mouvements d'Elvis sur scène soient naturels, il a rapidement appris à exagérer ce qui suscitait le plus de réactions. Il faisait quelque chose une fois, puis le reprenait très vite. Malgré sa nouvelle popularité, il n'est pas satisfait de tout le monde. Le 2 octobre 1954, Elvis se produit seul au Grand Ole Opry de Nashville. L'interprétation de sa chanson Blue Moon of Kentucky ne leur a pas plu. Le directeur de l'Opry, Jim Denny, racontera plus tard à Sam Phillips qu'Elvis n'était pas mauvais, mais qu'il n'était pas adapté au spectacle. C'était décevant, mais rien ne pouvait l'arrêter. Il n'en était qu'à ses débuts. Elvis Presley a commencé à apprécier la musique dès son enfance, et c'est le gospel qui a défini sa musique. La mère d'Elvis, Gladys Presley, a raconté qu'à l'âge de 2 ans, Elvis glissait de ses genoux lors des services religieux à l'Assemblée de Dieu de Tupelo, dans le Mississippi, et se précipitait sur l'estrade. Il restait là, regardant la chorale et essayant de chanter en harmonie avec elle. À mesure qu'il grandit, son amour pour le gospel s'accroît. Une fois installé à Memphis, il se rend fréquemment à l'Ellis Auditorium pour assister à des chants gospel nocturnes. Sa plus grande influence est le Statesman Quartet, dont le chanteur principal, Jim Big Chief Wetherington, secoue ses jambes en chantant. Le public, en particulier les femmes, criait et s'évanouissait, comme il le ferait plus tard pour Elvis lui-même. Le chanteur de gospel Jake Hess a déclaré par la suite que Wetherington était allé aussi loin que possible dans la musique gospel, bien que certains prédicateurs se soient plaints de ses voyages. Elvis n'a jamais pris de cours de musique, mais il a une mémoire remarquable et a capté de nombreuses influences musicales. Lorsqu'il enregistre ses premiers disques chez Sun Records en 1954, à l'âge de 19 ans, il a une bonne connaissance des traditions musicales blanches et afro-américaines. Lorsqu'ils ont travaillé avec lui en 1956, les auteurs-compositeurs de blues Jerry Leiber et Mike Stoller ont été surpris de constater à quel point Elvis connaissait le blues. Stoller finit par admettre qu'il en savait certainement beaucoup plus que nous sur la musique country et le gospel. En 1957, lors d'une conférence de presse, Elvis a annoncé avec joie qu'il connaissait pratiquement toutes les chansons religieuses jamais écrites. Son affection pour le gospel ne l'a jamais quitté. Et cette musique est restée au cœur de son identité musicale tout au long de sa carrière. Le manoir qui est devenu un mythe. En 1957, Elvis Presley était au sommet du monde. Il a déjà enregistré plusieurs disques à succès, joué dans des films et est le plus grand nom de la musique. Au fur et à mesure que sa célébrité et son succès augmentaient, il avait besoin d'une résidence où il pourrait avoir de l'intimité et se sentir à l'aise avec sa famille. Le 19 mars 1957, il trouve l'endroit idéal, une luxueuse demeure de style sudiste nichée sur un terrain de 13,8 hectares à Memphis, dans le Tennessee. Il l'achète pour 102 500 $, une somme énorme à l'époque. La demeure a été baptisée Graceland en l'honneur de la fille du propriétaire initial, Grace. Elvis n'avait que 22 ans lorsqu'il a emménagé dans cette maison et il a passé des années à la faire entièrement sienne. Il y a incorporé un décor somptueux, des éléments de design excentriques et des touches personnelles qui incarnent son sens du style. L'une des pièces les plus populaires du manoir est la Jungle Room. Il s'agissait à l'origine d'une humble tanière, mais Elvis l'a transformée en jungle tropicale au milieu des années 1970, la recouvrant d'une moquette verte, de meubles polynésiens et même d'une cascade de rochers.
Elvis aimait tellement cette pièce qu'il y a même enregistré une partie de ses derniers albums en studio en 1976. Le Meditation Garden, jardin de méditation, est un autre espace très privé de Graceland. Elvis a construit le jardin comme un refuge paisible, un endroit où il pouvait s'asseoir et se détendre loin du chaos de la célébrité. Tragiquement, il s'agit également de son ultime lieu de repos. Elvis y a été enterré après sa mort en 1977, aux côtés de ses parents, Vernon et Gladys, et de sa grand-mère Minnie May. Aujourd'hui, des milliers de fans se rendent chaque année dans le jardin pour honorer leur héros. Au fil des ans, Graceland a fait l'objet de nombreuses histoires et rumeurs étranges. L'une des plus tenaces est qu'Elvis n'est jamais parti. Certains pensent qu'il a mis en scène sa propre mort et qu'il a disparu, citant de prétendues observations de lui à Graceland de nombreuses années après 1977. D'autres ont affirmé avoir vu son fantôme se promener dans les couloirs du manoir. Certains de ses anciens employés ont fait état d'expériences étranges, comme des lumières qui vacillent, des bruits bizarres et même des visions d'Elvis assis sur son piano. La fille unique d'Elvis, Lisa Marie Presley, a souvent évoqué sa relation étroite avec Graceland. Graceland est toujours la résidence la plus populaire d'Amérique, attirant plus de 600 000 visiteurs par an. Depuis son ouverture au public en 1982, elle a été laissée telle qu'Elvis l'a laissée, du salon d'un blanc étincelant à l'excentrique salle de télévision, où il regardait 3 écrans en même temps. Même ses sandwichs au beurre de cacahuètes et à la banane bien-aimée figurent toujours au menu du café de l'endroit. Malgré tous les mythes et le mystère qui entourent Graceland, une chose est sûre, c'était plus qu'une maison pour Elvis. C'était son sanctuaire, la maison de ses rêves. Et aujourd'hui, elle reste un monument à la mémoire de sa vie et de sa carrière extraordinaire. Conspirations. Rumeurs et mystères non résolus. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a été la cible de nombreuses théories du complot et d'énigmes depuis sa mort en 1977. L'une des plus anciennes théories du complot veut qu'Elvis ait mis en scène sa propre mort et qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Cette théorie a pris de l'ampleur peu après la mort d'Elvis, le 16 août 1977. Selon les témoignages officiels, Elvis aurait été victime d'une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Mais d'autres n'étaient pas convaincus. Ils ont cité des divergences dans les rapports d'autopsie et le fait que son deuxième prénom avait été mal orthographié sur sa tombe, Aaron, alors qu'il s'agissait en fait de son vrai prénom, Aaron. Cette erreur d'orthographe a conduit certaines personnes à penser qu'il s'agissait d'un signal indiquant qu'Elvis était vivant. Depuis, 5 décennies se sont écoulées au cours desquelles Elvis a été aperçu. L'une des toutes premières a eu lieu le 17 août 1977, le lendemain de sa mort, lorsqu'Elvis aurait été vu à l'aéroport international de Memphis par un homme lui ressemblant. L'homme a donné le nom de John Burroughs, un pseudonyme qu'il utilisait pour réserver des hôtels. À la fin des années 1980, des citoyens de la ville de Kalamazoo, dans le Michigan, ont déclaré avoir vu Elvis à tel ou tel endroit, y compris dans un Burger King. Le Weekly World News, une publication à sensation, a contribué à ces théories en publiant une série d'articles affirmant qu'Elvis était toujours en vie. Ils ont couvert plusieurs prétendues apparitions et ont même suggéré qu'Elvis avait mis en scène sa mort pour ne plus être sous les feux de la rampe. Ces histoires, bien qu'elles ne soient étayées par aucune preuve réelle, ont entretenu les théories du complot pendant des décennies. Graceland, la célèbre demeure d'Elvis à Memphis, Tennessee, a été au centre d'un grand nombre d'événements étranges et de légendes. Des personnes et des employés du manoir ont témoigné de plusieurs événements et apparitions mystérieux, tels que des bruits étranges et des apparitions de fantômes que l'on pense être ceux d'Elvis lui-même. Les gens se sont demandé si l'esprit d'Elvis n'était pas toujours présent à Graceland. Outre ces apparitions fantomatiques, des rumeurs circulent depuis longtemps au sujet de chambres et de passages secrets à Graceland. Certains pensent qu'Elvis a aménagé des chambres secrètes dans le manoir pour des raisons d'intimité ou de sécurité.
Bien que toutes ces allégations reposent sur des ouï-dire et manquent de preuves, elles ont ajouté à l'énigme de Graceland. Un autre élément fascinant des mystères d'Elvis est la découverte d'un coffre-fort caché à Graceland. Ces dernières années, des rapports ont fait état d'un coffre-fort caché dans les profondeurs de la propriété, scellé et intact depuis des décennies. Les spéculations concernant son contenu allaient de lettres privées et d'enregistrements inédits à des trésors. La nouvelle de cette découverte a relancé l'intérêt pour la vie d'Elvis et les éventuels secrets qu'il cachait. Par ailleurs, de mystérieuses lettres supposées avoir été écrites par Elvis lui-même ont été signalées depuis sa mort. Ces lettres, si elles sont réelles, pourraient indiquer ce qu'il pensait dans les dernières années de sa vie et valider les hypothèses selon lesquelles il aurait mis sa mort en scène. L'authenticité de ces lettres n'est cependant pas confirmée et elles sont régulièrement rejetées comme fausses par les experts. Les dernières années. Au milieu des années 1970, la santé d'Elvis s'est visiblement dégradée. Son poids varie énormément et il est souvent fatigué et désorienté pendant les concerts. Selon son médecin, le Dr. George Nicopolis, fréquemment appelé Dr. Nick, Elvis s'est vu prescrire une multitude de médicaments, dont des analgésiques, des somnifères et des stimulants. Dans ses mémoires de 2010, The King and Dr. Nick, What Really Happened to Elvis and Me, Nicopolis a révélé qu'il avait prescrit à Elvis des milliers de pilules au cours de la dernière année de sa vie. Les maux d'Elvis n'étaient pas seulement dus aux médicaments. Il souffrait d'hypertension, d'une maladie du foie et d'une hypertrophie du côlon, toutes choses aggravées par des années de mauvaise alimentation et d'abus de drogue. Son dernier spectacle a eu lieu le 26 juin 1977 à la Market Square Arena d'Indianapolis. Ceux qui l'ont vu se produire ont dit que c'était émouvant, mais troublant. Sa voix était encore forte, mais il marchait lentement et semblait fatigué. Il conclut le concert avec Can't Help Falling in Love et s'adresse à la foule en disant « We'll meet you again. God bless. Adios. » Le concert a été enregistré et des extraits de cette tournée ont ensuite été incorporés dans l'émission spéciale de CBS Elvis in Concert, diffusée en octobre 1977. Au cours des dernières semaines de sa vie, Elvis est resté en grande partie à Graceland. Il passait ses journées à lire des ouvrages religieux, à jouer au racquetball et à regarder la télévision jusque tard dans la nuit. Plusieurs amis proches ont déclaré qu'il était en mauvaise forme. Sa fiancée de l'époque, Ginger Alden, a écrit dans ses mémoires qu'Elvis semblait fatigué, mais qu'il préparait encore des plans pour l'avenir, notamment un retour au cinéma. Le 15 août 1977, au petit matin, Elvis joue du piano et chante du gospel avant d'aller se coucher. Plus tard, dans l'après-midi du 16 août, Ginger Alden l'a découvert sans vie sur le sol de la salle de bain de Graceland. Les efforts de réanimation ont été vains et le décès a été constaté à 15h30 m au Baptist Memorial Hospital de Memphis. La cause du décès est officiellement une crise cardiaque, bien que des rapports ultérieurs aient suggéré que l'utilisation de plusieurs médicaments sur ordonnance ait été un facteur contributif. Les funérailles d'Elvis Presley ont eu lieu le 18 août 1977. Et des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues pour lui faire leurs adieux. Il a été enterré à Graceland, où sa tombe est toujours un lieu de pèlerinage pour des millions de fans dans le monde entier. Qu'a-t-on trouvé dans la succession d'Elvis Presley? En Mars Mill 957. Alors qu'il avait 22 ans, Elvis a acheté Graceland pour $102 500, une somme importante à l'époque. Le manoir d'origine, d'une superficie de 266 pieds carrés, a été agrandi par Elvis pour atteindre plus de 17 000 pieds carrés, ce qui témoigne de son style et de ses goûts individualistes. Les améliorations comprenaient l'ajout de la désormais célèbre Jungle Room, une pièce décorée de meubles à thème polynésien, qui a également été utilisée comme studio d'enregistrement pour certains de ses derniers enregistrements. L'un des aspects les plus mystérieux de Graceland est son deuxième niveau, cette section,
qui comprend la chambre d'Elvis et la salle de bain où il est malheureusement décédé le 16 août 1977, est restée interdite au public après sa mort. Il a été décidé de garder cette zone privée afin que la mémoire d'Elvis soit respectée et que les pièces qui faisaient une partie de son espace personnel bénéficient de ce même respect. Seuls les membres de la famille proche et les employés de confiance y ont eu accès, laissant les pièces dans le même état qu'elles étaient, jusque dans les moindres détails. Graceland a été au cœur de batailles juridiques ces dernières années. En mai 2024, Nauceny Investments and Private Lending, LLC, affirme que Lisa Marie Presley, la fille unique d'Elvis, n'a pas remboursé un prêt en 2018 en utilisant Graceland comme garantie. L'entreprise a tenté de vendre la propriété aux enchères afin de recouvrer la prétendue dette, mais la petite fille d'Elvis, Riley Keough, s'y est opposée, affirmant que les contrats de prêt étaient falsifiés. Un juge du Tennessee a imposé une suspension temporaire de la vente, ce qui a permis à Riley Keough de préserver l'héritage familial. Dans une autre affaire, Lisa Jeanine Findley, du Missouri, a été arrêtée en août 2024 pour avoir tenté de vendre Graceland à tort. Elle a prétendu que Lisa Marie Presley avait utilisé le domaine comme garantie pour un prêt impayé et a tenté de vendre la propriété aux enchères. Findley a plaidé coupable de fraude postale et a été légalement inculpé pour ses actes. Jerry Schilling, l'un des meilleurs amis d'Elvis et membre de la mafia de Memphis, a résidé à Graceland pendant 10 ans, entre 1964 et 1974. Il a décrit le manoir comme l'endroit le plus sûr et le plus chaleureux où il ait jamais résidé, soulignant l'atmosphère de famille et d'amitié qui régnait entre ses murs. Les souvenirs de Schilling donnent un aperçu de la vie privée d'Elvis en dehors de son image publique. Le livre de Lisa Marie Presley et de sa fille Riley Keough, From Here to the Great Unknown, est un récit intime de la vie à Graceland. Le livre décrit les expériences de Lisa Marie, qui a grandi dans le manoir, ses relations avec son père et les subtilités de la vie dans une maison aussi légendaire. Ses réflexions personnelles approfondissent notre connaissance du domaine d'Elvis et des efforts déployés par sa famille pour sauvegarder ses biens. Graceland d'Elvis Presley n'est pas seulement une maison. C'est une partie de l'histoire qui continue à faire vivre sa mémoire. Dès son acquisition en 1957, Graceland a été le prolongement de sa personnalité, de son sens de la mode et de son attachement à la famille. Au fil des décennies, les historiens et les fans ont découvert des faits intrigants sur le manoir, allant de l'énigme du deuxième étage scellé à la légendaire Jungle Room où il a enregistré certaines de ses dernières chansons. À ce jour, même des années après sa mort, Graceland est toujours au centre de l'intérêt du public. Des procès, de fausses affirmations et même des théories du complot ont assombri l'histoire du domaine, illustrant le fait que l'impact d'Elvis n'a pas diminué au fil des ans. Malgré ses difficultés, sa famille, et en particulier sa petite fille, Riley Keough, s'est efforcée de préserver et de sauvegarder son héritage. Grâce à leurs efforts, Graceland est un lieu où les gens peuvent se promener dans l'histoire et entrer en contact avec le roi du rock and roll. Au-delà des scandales et des ragots, Graceland est une histoire personnelle. Celle d'un jeune homme qui a atteint une célébrité phénoménale, mais qui n'a jamais perdu ses racines. Aujourd'hui, des millions de fans visitent Graceland chaque année, perpétuant ainsi l'héritage d'Elvis. Que vous soyez attiré par la musique, le mystère ou l'homme lui-même, une chose est sûre. Graceland sera toujours la maison que le rock and roll a construite, en hommage à une légende dont l'impact ne s'estompera jamais. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez voir d'autres contenus de ce type, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires étonnantes sur les légendes de la musique, l'histoire et la culture pop. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.